Les policiers se sont moqués d'un sans-abri noir au tribunal, sans savoir qu'il était un agent infiltré du FBI. Les portes du tribunal s'ouvrirent lentement en grinçant, comme de vieux os s'éveillant du sommeil. Un silence parcourut la galerie, subtil d'abord, puis se resserra comme un nœud coulant lorsque l'homme entra. Il avançait sans hâte, traînant les pieds au rythme las d'une vie essoufflée. Chaque fil de son manteau gris en lambeaux oscillait comme un fantôme d'un passé oublié. Il avait le genre de visage que l'on croise dans la rue sans vraiment voir. Une peau hâlée par le soleil, étirée sur des pommettes saillantes, une longue cicatrice courant juste sous l'œil gauche, et ses yeux, voilés non pas par la confusion ou la peur, mais par quelque chose de bien plus troublant. Une conscience tranquille. L'huissier remua, mal à l'aise. Le procureur haussa un sourcil et ricana, son expression masquant à peine l'amusement. Près de la table du procureur, 2 officiers en uniforme se penchaient l'un vers l'autre, riant à voix basse, leurs paroles aussi venimeuses qu'insouciantes. L'un donna un coup de coude à l'autre et murmura qu'on aurait dit qu'un rat d'égout s'était introduit dans la salle d'audience. L'autre esquissa un sourire narquois, répliquant que ce ne serait pas la première fois. Leur voix n'était pas forte, mais elle portait, amplifiée par la cruelle facilité avec laquelle on rejetait ce qu'on ne comprenait pas. Le juge, Harold Kingsley, perché tel un monarque là à son banc surélevé, baissa les yeux sur le spectacle et laissa un mince sourire s'exprimer sur son visage avant de se souvenir des caméras et de l'effacer. L'homme ne ralentit pas le pas. Il ne jeta pas un regard de côté, ne réagit ni au murmure, ni au ricanement, ni au regard qui le fixaient comme des épines. Il se contenta d'avancer, lentement et consciemment, comme s'il marchait dans quelque chose de plus lourd que l'air. Lorsqu'il atteignit la chaise de l'accusé, il s'assit sans un bruit. Il croisa ses mains crevassées et usées et leva les yeux, non pas vers le juge ni vers le jury, mais vers un point situé juste au-delà, comme s'il observait l'ombre de quelque chose qui n'avait pas encore eu lieu. Ses yeux, aussi fatigués fussent-ils, ne trahissaient aucune trace de désespoir, nulle trace de la fragilité que le monde attendait de lui. Derrière ses yeux brûlait quelque chose de discret et de dangereux, une intelligence dissimulée dans un tissu déchiré. Le greffier appela le numéro de l'affaire. Le procureur, Greg Wendell, se tenait debout avec une droiture performative, ouvrant un dossier déjà mémorisé. Il décrivit l'accusé comme un vagabond aux antécédents délirants, affirmant avoir agressé l'assistant d'un conseiller municipal lors d'un rassemblement en centre-ville 2 semaines auparavant. L'assistant, un jeune homme nommé Connor Bellamy, avait déclaré avoir été abordé agressivement, bousculé et menacé. Il ne présentait aucune blessure visible, mais insistait sur le fait que la rencontre l'avait secoué. Heureusement, les images de sécurité du bâtiment municipal étaient hors service ce jour-là en raison de ce qu'on qualifiait de « erreur système ». Pas de renfort, pas de témoin. Juste un mot contre un homme qui semblait ne pas s'être lavé depuis des semaines. Le récit s'écrivait tout seul. Léon Strickland, l'avocat commis d'office, bâillait derrière un mince dossier de notes désorganisé. Il se leva brièvement pour marmonner un plaidoyer de non-culpabilité au nom de son client, puis se rassit et tapota l'écran de son téléphone comme si le verdict était déjà gravé dans le marbre. Le juge hocha la tête, dissimulant à peine son désintérêt, et ordonna à l'accusation de poursuivre. Devant le palais de justice, une autre tempête grondait. Des dizaines de manifestants bordèrent le trottoir, brandissant des pancartes exigeant justice pour Malcolm Dunn, un adolescent noir de 19 ans poursuivi pour un vol que beaucoup croyaient inexistant. Les images de surveillance qui auraient pu prouver son innocence avaient mystérieusement disparu. Un témoin clé s'était soudainement rétracté sous la pression. Des murmures d'ingérence politique flottaient, dans les bureaux municipaux comme de la fumée à travers les fissures d'un mur. Mais à l'intérieur de la salle d'audience, ces voix restèrent inaudibles. Ce que personne ne réalisait, et même Léon Strickland ne le savait pas, c'est que l'homme au manteau en lambeaux n'avait pas été entraîné là par le malheur. Il avait choisi d'être là, et pas pour sa propre défense. 2 semaines plus tôt,
Loin des ruelles souillées de crasse et des soupes populaires où il se faisait passer pour un homme oublié, il s'était présenté devant une équipe spéciale secrète au sein du FBI. Son vrai nom n'apparaissait sur aucune liste gouvernementale, du moins pas là où le public pouvait le trouver. Son nom de code était Silas et il était un agent principal de l'une des unités des affaires internes les plus clandestines du FBI. Pendant plus d'1 an, il avait remonté un réseau de corruption complexe qui s'étendait du palais de justice de la ville à la résidence du gouverneur. La corruption s'était propagée. Des juges acceptèrent des pots de vin, des agents des forces de l'ordre falsifiaient des rapports, des preuves égarées, à des moments critiques, et des personnalités politiques se protégeant mutuellement des conséquences. L'opération avait un nom, le projet Clean Fall. L'affaire Malcolm Dunn fut le point de bascule. Son procès fut une mascarade, une mise en scène enveloppée de jargon juridique et de théâtre procédural. L'un des informateurs clés de Silas, un archiviste municipal à la retraite, s'était préparé à témoigner que les dossiers judiciaires étaient en cours de nettoyage et de remplacement. 2 jours avant l'audience, l'homme avait été retrouvé mort, victime de ce que la police avait qualifié d'overdose, sans antécédent de toxicomanie. Ces dossiers avaient disparu. Silas comprit alors qu'il ne pouvait plus attendre. Il se porte volontaire pour sombrer, se faire passer pour un sans-abri au casier judiciaire falsifié, errant dans les refuges, espionnant les commissariats de police, observant le système judiciaire depuis ses recoins. L'attaque contre Connor Bellamy, mise en scène. Bellamy lui-même n'était qu'un pion involontaire, sa panique sincère, mais déclenchée par une simple confrontation préparée. Silas avait murmuré juste assez pour mettre le jeune assistant en émoi, sachant pertinemment quelle en serait l'issue. Arrestation, mise en accusation, procès. Il devait être présent dans cette salle d'audience, non pas en tant qu'observateur, mais en tant qu'accusé. Car, depuis le siège de l'accusé, il pouvait tirer sur les fils que personne n'osait toucher. Alors que l'accusation faisait défiler Connor Bellamy à la barre des témoins, Silas resta immobile, l'esprit battant plus vite que son cœur. Il scruta la salle d'audience, observant qui entrait, qui chuchotait à qui dont le regard s'attardait un peu trop longtemps sur le juge. Il remarqua la présence du conseiller Avery Kinnock, l'employeur de Bellamy, et une personnalité influente étroitement liée au secteur des prisons privées. Kinnock n'était pas censé être là. Son apparition n'était pas au rôle, et pourtant, il était assis au dernier rang, flanqué de 2 assistants au sang-froid de garde du corps. Le juge Kingsley se pencha en avant, jetant un coup d'œil par-dessus ses lunettes à Bellamy, tandis qu'il parcourait son témoignage à tâtons. Silas voyait clairement. Les hochements de tête subtils, le serrement de mâchoire de Kingsley lorsque Bellamy s'écartait du texte, le moment où le juge l'interrompait et le redirigeait avec une question suggestive. C'était une chorégraphie. Et Silas savait danser. Chaque instant dans cette salle d'audience avait été répété à huis clos bien avant l'arrivée de l'accusé. Mais ce que Kingsley, Wendell et les autres ignoraient, ce que personne dans cette salle ne soupçonnait, c'est que Silas ne se contentait pas de les observer. Il enregistrait. Une micro-caméra encastrée dans le bouton de sa veste diffusait les images directement sur un serveur sécurisé du FBI. Audio, vidéo, expression, réaction, tout. Il n'était pas là pour se défendre. Il était là pour faire tomber tout le système. Et on venait de lui céder la parole. Silas resta immobile tandis que le 2e jour du procès se déroulait devant lui, les mains jointes sur les genoux comme un homme assistant à des funérailles qui n'étaient pas les siennes. La salle d'audience sentait vaguement le café rassis et l'eau de Javel, et le bruit des chaussures résonnant sur le linoléum n'était interrompu que par les rares raclements de gorge ou les bâillements étouffés d'un jury désintéressé. Derrière lui, la galerie accueillait quelques journalistes tapotant nonchalamment sur leurs tablettes, et au fond, une équipe de tournage d'une chaîne d'information locale s'agitait, lassée par la lenteur de ce qui avait déjà été qualifié de dénouement définitif. Le procureur se tenait debout, confiant, désignant le box des jurés avec un charisme forcé, tout en appelant son 2e témoin de la journée.
un agent d'assainissement municipal qui prétendait avoir vu l'agression de l'autre côté de la rue. Sa voix était monocorde, ses déclarations hésitantes, et lorsqu'on le pressa de le contre-interroger, il ne parvint pas à se rappeler de quelle couleur de veste le soi-disant sans-abri portait ce jour-là. Pourtant, le juge Kingsley haussa à peine un sourcil. Il laissa le témoignage se dérouler sans objection. Silas resta immobile, observant. Pas seulement le témoin, mais tout. Le tic de l'œil gauche du procureur lorsqu'il mentait, le léger coup de pied du juge lorsqu'une réponse s'écartait trop du texte, et la façon dont les doigts du sténographe s'arrêtèrent légèrement chaque fois qu'un détail apparaissait, qui ne collait pas avec le récit. Le jury était déconnecté, trié sur le volet pour être docile et dédaigneux. Un juré se frotta les tempes comme pour lutter contre le sommeil. Un autre chuchota à son voisin, lançant un regard dédaigneux à Silas. Mais rien de tout cela n'importait à Silas. Son attention n'était pas portée sur le spectacle devant lui, mais sur les machines derrière. Il remarqua chaque dossier remis au juge contenant un document supplémentaire à étiquette bleue, discrètement glissé sous les papiers habituels. Il remarqua les fréquentes entrées et sorties de l'huissier, toujours après avoir consulté son téléphone. Ce n'était pas de l'incompétence, c'était de la chorégraphie. Il croyait diriger une performance devant un homme impuissant, sans relation, sans histoire, sans nom digne d'être vérifié. Mais Silas avait déjà cartographié leur routine, catalogué leurs joueurs et compris leurs répliques. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que l'homme assis tranquillement dans le fauteuil de l'accusé n'était pas là pour être jugé. Il était là pour les juger. 2 semaines plus tôt, Silas était couché sous un pont autoroutier fissuré, au bord d'une autoroute peu fréquentée, utilisant un sweat à capuche roulé en guise d'oreiller. L'odeur d'essence et de ruissellement de la rivière emplissait l'air. Au-dessus de lui, une réunion avait eu lieu dans un SUV noir rouillé garé le long du talus. Un informateur connu, récemment placé dans un cabinet d'avocats lié à l'affaire Malcolm Dunn, rencontrait un avocat de la défense, un homme qui avait contribué à dissimuler des preuves à plusieurs reprises en échange de dons acheminés par l'intermédiaire d'organisations écrans à but non lucratif. Silas enregistra tout, capturant des conversations sur la dissimulation délibérée de preuves à décharge, sur la façon dont un détective avait été payé par une société pénitentiaire privée qui faisait pression pour une augmentation des taux d'incarcération afin de justifier ces nouveaux établissements. Il ne s'agissait pas seulement de corruption, mais de sabotage systémique. À partir de ce moment, l'opération avait changé. Silas s'était évanoui, ignorant tous les canaux sécurisés et occultant même son supérieur hiérarchique. Il avait déjà vu des fuites, des notes internes atterrissant entre les mains de sous-traitants de la défense, des actes d'accusation scellés révélés avant même leur exécution. La corruption était plus grave que quiconque ne voulait l'admettre. Alors Silas fit un choix. Il deviendrait l'ignorer, le rejeter. Il disparaîtrait dans le système lui-même et attendrait. Il savait qu'il le sous-estimerait dès qu'il poserait les yeux sur lui, et c'était exactement ce qu'il voulait. Au tribunal, la défense continuait de patauger. Léon Strickland, un avocat autrefois prometteur, aujourd'hui blasé et obèse, se renversait dans son fauteuil et marmonnait des objections seulement lorsque l'accusation dépassait les bornes de manière si flagrante qu'elle ne pouvait être ignorée. Ses dossiers étaient désorganisés, ses yeux injectés de sang par de longues nuits arrosés de bourbons et de regrets discrets. Silas ne s'attendait pas à son aide. Il ne faisait pas partie du plan. Le procès n'était rien d'autre qu'une scène pour inciter les véritables acteurs à se révéler. Cet après-midi-là, juste avant la suspension d'audience, une vague d'émotion parcourut la galerie. Vernon Dunn, le père de Malcolm Dunn, l'adolescent traîné dans une affaire parallèle, se leva et marmonna que le témoignage de l'agent était faux. Une déclaration discrète, un mot, mais c'était suffisant. L'huissier se mit au garde-à-vous, précipita Vernon et l'escorta dehors avec une force inutile. Les journalistes le remarquèrent, mais seulement un instant, avant de revenir à leur titre, à moitié écrit. Silas regarda Vernon se faire emmener de force, et leurs regards se croisèrent un instant. Le visage de Vernon était usé,
les lèvres tremblantes d'une fureur contenue. Mais lorsque son regard croisa celui de Silas, quelque chose changea. Ce n'était pas de la reconnaissance, c'était de la confiance. Un échange silencieux d'espoir d'un homme à l'autre. Pendant la suspension d'audience, Silas resta assis seul tandis que la salle d'audience se vidait. Les agentes qui flânaient dans le couloir passèrent devant lui sans hésitation. L'un d'eux se pencha, la voix pleine de mépris, et murmura qu'après la condamnation, il espérait que Silas finirait là où se trouvèrent les vrais animaux. Les autres rirent. Le son résonna dans la salle d'audience comme une plaisanterie entre loups. Mais alors qu'il disparaissait dans le couloir, quelque chose d'autre surgit. Un marshal fédéral, sans badge, entra dans la salle. Il se déplaça calmement, avec assurance, et tendit au juge Kingsley une enveloppe scellée sans un mot. Le juge la prit avec une légère surprise, l'ouvrit brièvement, puis la plia sous le banc. Son expression ne changea qu'un instant, une lueur d'inquiétude, puis reprit rapidement sa neutralité. Il ne s'adressa pas à l'enveloppe. Il n'en parla pas au tribunal, mais elle avait été vue. Le lendemain matin, la salle d'audience était plus calme. La nouvelle commençait à se répandre, non pas à propos de l'affaire, mais à propos d'un sujet plus profond. 2 agents du FBI, sans avoir été annoncés auparavant, prirent place au dernier rang. Ils ne portaient pas d'insigne, mais leur attitude était d'une immobilité qui perturba la galerie. Un 3e agent fut aperçu dans le bureau de la sécurité, visionnant des images internes. Le palais de justice bourdonnait de murmures. Les greffiers échangeaient des regards nerveux. Les journalistes jetaient plus fréquemment des coups d'œil par-dessus leur épaule, se demandant si ce qu'ils couvraient était toujours la même histoire qu'ils croyaient connaître. Et c'est là que l'équilibre changea. Le juge parut distrait. Le procureur bafouilla ses remarques liminaires. Pour la première fois, le jury remarqua Silas assis plus droit sur son siège, libéré du poids d'une identité inventée. Ils ignoraient pourquoi, mais quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Plus tard dans l'après-midi, alors que le tribunal reprenait et que les témoignages se poursuivaient, Silas aperçut les 2 policiers qui s'étaient moqués de lui plus tôt. Ils étaient maintenant assis, raides, la posture droite, le rire éteint. Quelque chose dans leurs yeux trahissait une nouvelle compréhension. Ils commençaient à soupçonner. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, ce qui restait hors de portée, c'était que la tempête n'allait pas arriver. Elle était déjà là. Le lendemain matin, la salle d'audience n'était plus la chambre creuse d'injustice prévisible qu'elle avait été la veille. Chaque rangée de la galerie était bondée. Journalistes, observateurs juridiques, citoyens curieux, et même des juges à la retraite chuchotaient entre eux en attendant le début des débats. Un non-dit s'était transformé. L'air était chargé d'impatience et de quelque chose de plus profond, de moins définissable, l'effroi. Ceux qui avaient autrefois considéré le procès comme une question de procédure mineure se penchaient maintenant en avant sur leur siège, sentant une vibration sous le parquet ciré. Le juge Kingsley entra en retard, une subtile rupture avec sa ponctualité habituelle. Il marchait avec un peu moins d'assurance, le visage plus serré, la mâchoire plus serrée. Son regard se porta sur la table de l'accusation, puis sur celle de la défense, puis de nouveau sur ses lèvres, comme s'il cherchait une bouée de sauvetage dans une salle remplie d'inconnus. Pas de sourire désinvolte aujourd'hui, pas de plaisanterie pour détendre l'atmosphère. Sa robe, toujours parfaitement rangée, reposait mal sur ses épaules. Il ne laissait paraître aucun signe d'anomalie, mais ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il s'approcha du banc. De l'autre côté de la pièce, le visage du procureur avait perdu son éclat. Son assurance, si présente la veille, s'était fracturée pendant la nuit. Il évitait complètement de regarder l'accusé, les yeux rivés à la table, la mâchoire serrée comme s'il broyait une pierre invisible. Son assistant se pencha et murmura quelque chose, mais ses mots tombèrent comme de la poussière sur du marbre.
L'un des policiers en uniforme qui avait ri dans le couloir 24 heures plus tôt était maintenant pâle et nerveux. Ses doigts ne pouvaient s'empêcher de toucher son téléphone. Il fixait l'écran avec l'air d'un homme regardant sa propre maison brûler en temps réel. Puis, sans cérémonie, le greffier se leva. Il y eut un silence silencieux, un temps où le bourdonnement des vieilles bouches d'aération et le grattement des stylos emplissèrent le silence, avant que la voix du greffier ne retentisse, ferme, claire et totalement inattendue. Une requête avait été déposée ce matin-là, pas par la défense, pas par l'accusation. Elle portait la signature d'un bureau fédéral, scellé de l'insigne du ministère de la Justice. La requête demandait l'abandon immédiat de toutes les charges retenues contre l'accusé, Silas. Mais ce n'était pas tout. Elle détaillait une enquête de 2 ans menée dans le plus grand secret, s'étendant à travers les frontières des États, les juridictions et les tribunaux. Y étaient rejoints plus de 70 pages de journaux de surveillance classifiés, de communications interceptées, de transferts financiers et d'enregistrements secrets. L'ampleur des preuves était stupéfiante. Preuves de corruption judiciaire, de rapports de police falsifiés, de pots de vin et d'orchestration de condamnations au profit de prisons privées, de donateurs de campagne et d'ascensions politiques. Les mots frappèrent le tonnerre. Pendant un instant, la salle d'audience resta figée, incrédule. Personne ne bougea, personne ne respira. Le silence était total. Puis Silas se leva, lentement, délibérément. Il retira son manteau, le même en lambeaux qu'il portait depuis des semaines, celui taché d'eau de pluie et de résignation, celui qui l'avait rendu invisible. Des halètements parcoururent la salle. En dessous, il portait un simple costume bleu marine, repassé et impeccable, taillé à la taille d'un homme qui n'avait jamais été celui qu'on croyait. Ce n'était pas le costume en lui-même qui stupéfiait la salle, c'était ce qu'il représentait, l'autorité, la préparation, le contrôle. Puis, de la poche du manteau, il sortit un badge. Il le brandit en l'air, se tournant d'abord vers le juge, puis vers le jury, puis vers la presse. Agent spécial Elias Monroe, FBI. Les mots firent l'effet d'une onde de choc. Ce tribunal, ce système est sous surveillance fédérale. Le chaos éclata. Des cris jaillirent de la galerie. Les journalistes se levèrent précipitamment, cherchant caméra, micro, bloc-notes. Certains jurés haletèrent bruyamment. D'autres restèrent bouche bée, stupéfaits. Une femme au premier rang fondit en larmes. 2 policiers en uniforme se levèrent instinctivement, saisissant leurs armes avant de réaliser l'absurdité de tenter d'arrêter ce qui se passait. Les policiers qui s'étaient moqués de lui étaient maintenant silencieux. L'un d'eux, Kellan, celui qui avait ricané la veille, resta figé, le visage décoloré, les lèvres entr'ouvertes sous le choc. L'autre, plus jeune et les yeux écarquillés, recula involontairement vers la sortie. Personne n'osa parler. Le juge Kingsley frappa de son marteau, exigeant l'ordre, mais ses coups sonnèrent creux, impuissants. L'autorité qui transparaissait autrefois dans chacune de ses paroles s'était évaporée. Il essaya de parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Un marshal fédéral apparut à côté de lui, grand, impassible et calme, et murmura quelque chose à l'oreille du juge. Le visage du juge Kingsley se vida. Il ne leva pas les yeux. Il hocha simplement la tête une fois et laissa le marteau retomber sur le bureau avec un bruit sourd. L'agent Monroe se tourna vers la galerie, s'adressant non seulement à la salle d'audience, mais à tous les objectifs braqués sur lui, à chaque plume prête à écrire l'histoire. Pendant 2 ans, nous avons traqué des pratiques illégales dans cette salle d'audience et dans des dizaines d'autres similaires à travers l'État. Des hommes innocents, comme Malcolm Dunn, ont perdu la vie. La maladie du système commence ici. Des exclamations de surprise parcoururent à nouveau la galerie, cette fois plus aiguës, plus pressantes. Plusieurs personnes se levèrent, hésitant entre se rasseoir ou fuir le bâtiment. L'un des huissiers de justice tendit la main vers une radio, mais s'arrêta à mi-chemin, les mains tremblantes. Les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement. Lourdes,
bruyante. Et puis, une nouvelle voix. C'est une honte. Les mots résonnèrent dans la salle. Toutes les têtes se tournèrent lorsque le sénateur américain David Harrow entra en trombe, le visage rouge, flanqué de 2 assistants qui semblaient regretter d'être sortis du lit ce matin-là. Ses poings étaient serrés, sa démarche énergique. Chaque centimètre de son corps rayonnait de droit. « Vous ne pouvez pas venir ici et prendre d'assaut ce tribunal !» hurla-t-il en pointant un doigt tremblant vers Monroe. Le visage du sénateur exprimait l'indignation, mais sous-jacente, la peur. Homme expérimenté, le sang-froid de Harrow lui avait rarement fait défaut, mais quelque chose dans sa posture, dans le frémissement de sa paupière gauche et la crispation de sa mâchoire, trahissait une faille dans son armure. Monroe ne scia pas. Au lieu de cela, il se tourna légèrement, sortant une page pliée de la poche intérieure de son costume. Il le brandit. « Sénateur Harrow, vos relevés téléphoniques vous lient à plus de 900 000 $ de dons illégaux pour votre campagne électorale. Les mêmes entreprises qui ont fait pression pour l'emprisonnement de Malcolm Dunn. Vous êtes le suivant. » Le sénateur s'arrêta net. Sa bouche s'ouvrit puis se referma. Il fixa la page dans la main de Monroe comme si c'était une arme. Et d'une certaine manière, c'en était une. Le silence qui suivit ne ressemblait pas au précédent. Celui-ci était épais, suffocant. Personne ne bougea. La salle d'audience entière sembla expirer d'un coup, puis oublier comment inspirer à nouveau. Harrow se retourna lentement, ses assistants s'éloignant déjà de lui. Sa protestation s'évanouit avant même d'avoir atteint sa langue. Il essaya de parler, mais les mots l'avaient abandonné. Monroe s'avança, sans agressivité, sans bravade, mais avec détermination. Harrow recula d'un pas. La presse se précipita, les cris et les questions se succédant en cascade. Le juge resta assis, immobile, tel un homme défait en temps réel. Les jurés commencèrent à chuchoter, paniquer, certains se levant de leur siège, incertains de leur rôle dans le drame qui se déroulait. Dans le chaos, Monroe demeurait la seule constante, inébranlable. Désolé, ce n'était pas le moment qu'il avait préparé. C'était le moment qu'il avait créé, soigneusement, implacablement, morceau par morceau. Les corrompus avaient misé sur le pouvoir de l'illusion, sur des robes, des insignes et des positions pour les protéger. Mais Monroe les avait entraînés dans la lumière, et là, dépouillés de leurs ombres, ils paraissaient petits, pathétiques, vaincre. À l'extérieur de la salle d'audience, les sirènes hurlaient. À l'intérieur, le jugement avait commencé. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Une réaction en chaîne déclenchée par la simple allumette. Un homme, un manteau, une salle d'audience. En 48 heures, les répercussions atteignirent les plus hautes instances de l'État. Le juge Kingsley, autrefois l'intouchable juge derrière des centaines de condamnations, fut extirpé de sa majestueuse demeure juste après l'aube. Sa porte d'entrée s'ouvrit brusquement sous une pluie de flashs, tandis que des agents fédéraux lui passaient des menottes froides au poignet. Sa femme se tenait sur le porche, en robe de chambre, hébétée, tandis que son mari, un homme qui avait autrefois ordonné l'arrestation d'autres personnes, descendait les marches sous le poids de la justice. Les images défilaient sans fin, ses épaules affaissées, la résignation silencieuse dans son regard, l'ironie transparaissant à chaque image. La chute du sénateur David Harrow fut encore plus dramatique. Moins d'un jour après son coup de gueule au tribunal, il tint une conférence de presse devant sa propriété, invoquant des problèmes de santé et la nécessité de restaurer la confiance du public. Ses mains tremblaient en lisant une déclaration soigneusement préparée, mais avant même qu'il ne prononce le dernier mot, les journalistes décortiquaient déjà l'hypocrisie. Le lendemain matin, avant même que la plupart aient fini leur café, une assignation à comparaître fut remise à son portique de sécurité. Ce soir-là, il a été photographié montant à bord d'un jet privé qui n'a jamais quitté le tarmac. Des agents l'ont intercepté avant que les roues ne puissent décoller. Mais le changement le plus stupéfiant
ne s'est peut-être pas produit dans les bureaux du gouvernement ou les salles d'audience. Il s'est produit dans le cœur et l'esprit du public. Pendant des années, on avait murmuré des rumeurs de corruption, spéculé sur des affaires truquées et des jugements injustes, mais maintenant on avait des preuves irréfutables, télévisées et documentées. Les images du procès sont devenues virales. Les chaînes d'information ont rediffusé le moment où Elias Monroe a enlevé son manteau, encore et encore, le décortiquant comme une scène de film. Les analystes ont débattu de ses propos, du timing et même de la signification du badge qu'il tenait à la main. Certains se sont interrogés sur l'ampleur de l'opération du FBI. D'autres l'ont qualifié de héros. Pendant un rare instant, la vérité a fait le buzz. Du jour au lendemain, les réseaux sociaux ont fait de Monroe une icône. Mèmes et vidéos hommages ont inondé les plateformes. Des artistes ont peint des fresques murales. L'une le montrait ouvrant son manteau comme un rideau, révélant la lumière se déversant dans la salle d'audience. Une autre le représentait debout, derrière lui, des silhouettes sombres, chacune marquée « innocent ». Une publication comparait deux images côte à côte. L'homme en haillons endormi sur un banc d'audience et la silhouette droite en costume bleu marine tenant un badge. La légende était simple mais percutante. Ne jugez jamais un homme à son manteau. Elle résonnait, répétée comme un évangile. Le dossier de Malcolm Dunn fut rouvert presque immédiatement. Sa nouvelle équipe juridique, cette fois nommée non pas par le tribunal mais par des organisations de défense des droits civiques, travailla rapidement. En 2 semaines, les charges furent abandonnées, invoquant arrestation illégale, faute professionnelle du procureur et falsification de preuves. Des excuses officielles furent présentées, soigneusement rédigées et stériles, imprimées sur du papier à en-tête avec bordure dorée. Mais des excuses sur papier ne pouvaient pas effacer les 6 années perdues par Malcolm Dunn en cellule. Elles ne pouvaient effacer les nuits où Vernon Dunn s'était endormi sur son canapé, priant pour que son fils vive assez longtemps pour voir le lever du soleil. Pourtant, la justice, bien que tardive, avait retrouvé son chemin. Ce jour-là, à l'extérieur du palais de justice, Vernon pleurait. Pas le genre retenu, mais les sanglots douloureux d'un père qui avait trop porté, trop longtemps. Les caméras cliquaient autour de lui tandis qu'il serrait Malcolm des 2 bras, comme si le lâcher risquait de le perdre à nouveau. Malcolm ne parlait pas. Il fixait les portes du tribunal, puis le ciel, puis ferma finalement les yeux et se laissa aller dans les bras de son père. Les journalistes posaient des questions, micros braqués sur eux, mais aucun d'eux ne répondait. Certains moments étaient indescriptibles. L'agent Elias Monroe avait disparu. Plus d'interviews, plus de conférences de presse, plus aucune trace de lui dans aucun bureau connu du FBI. C'était comme s'il s'était évaporé dans l'ombre même d'où il était sorti. Le FBI refusa de commenter, invoquant la nature continue de l'enquête. Les rumeurs circulaient. Certains prétendaient qu'il avait déraillé, d'autres qu'il était de nouveau sous couverture. Mais ceux qui l'avaient vu, qui avaient ressenti la gravité de sa présence dans cette salle d'audience, savaient qu'il n'y avait pas de mots. Son silence n'était pas une absence, c'était une stratégie. Vernon reçut une lettre 1 semaine après la disculpation de Malcolm. Elle arriva dans une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour, sans aucune marque, à l'exception d'une empreinte digitale imprimée sur le sceau. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier impeccable avec une phrase, tapée dans une police à empattement classique. La vérité doit s'enfoncer dans les ténèbres si elle espère un jour apporter la lumière. Vernon la lut 3 fois. Il ne pleura pas cette fois. Il plia la lettre et la plaça dans une petite boîte en bois à côté de sa Bible. Il n'en parla pas à Malcolm, du moins pas tout de suite. Certains messages étaient censés être transmis discrètement, comme des charbons ardents qui attendent d'être rallumés. À travers le pays, les répercussions continuèrent. Des affaires auparavant jugées classées furent soudainement examinées de près. D'anciens accusés commencèrent à partager leurs histoires. Des journalistes d'investigation remontèrent la piste laissée par la requête de Monroe.
Ils fouillèrent dans les dossiers financiers des juges, comparèrent les taux de condamnation, relièrent les anomalies de condamnation aux contributions électorales. Ce qui n'était qu'un murmure devint désormais un cri de ralliement. Et quelque part, dans une autre ville, sous la lumière vacillante d'un couloir poussiéreux d'un tribunal, un homme au manteau en lambeaux franchit une porte marquée « Accès interdit